Monsieur Perroton, vous continuez en nous présentant maintenant le budget primitif. Et les budgets annexes, comment après. On déroule. Ok. Donc, la délibération 26, le budget primitif 2020. Donc, notre souhait, c'est donc un respect des engagements. Ce budget 2020 a la double ambition de répondre aux priorités fortes de notre mandat actuel, je précise bien actuel, qui se terminera fin 2020, la jeunesse, les personnes âgées et fragiles, l'amélioration de la relation à l'usager et la sécurité publique, et puis une gestion saine et équilibrée. Aujourd'hui, cette ambition a d'ores et déjà permis d'assurer un fort niveau d'investissement à la collectivité et d'engager de grands projets, tout en conduisant son désendettement. La contractualisation. Chambéry a fait le choix de contractualiser avec l'État. Cela n'a été possible que parce que le dispositif proposé était strictement conforme aux objectifs de gestion déjà mis en œuvre par la municipalité. Et pour l'avenir, je crois qu'il faut pour préserver la santé financière présente et future de la ville, il est nécessaire de poursuivre les efforts de gestion engagés depuis 2014. Le budget municipal proposé s'élève en cumul fonctionnement-investissement à 136 490 000 €. Le sommaire est à peu de choses près le même que celui qui a prévalu pour le CA, fonctionnement, solde intermédiaire, investissement, emprunt et dette et budgets annexes. En section de fonctionnement, en pied de tableau, le total général cette année budgété à 99 648 000 € pour un budget 2019 de 98 723 000, soit une progression de 0,94%, qui est une progression très prudente, très clairement très prudente. On constate que la section impôts et taxes ne progressera que de 0,57%. Par contre, l'aspect dotation, subvention et participation progressera de 927 000 € à 5,65%, ainsi que les autres produits de gestion courante, mais on en verra le détail un peu plus loin. Une répartition, donc cet aspect impôts et taxes représenteront près de 73,5% de nos recettes, les dotations et subventions 16,60%, et une petite quote-part de 9,5% qui est représentée essentiellement par les autres produits de gestion courante de la ville, ainsi que les produits des services. En ce qui concerne le chapitre 73, pour près de 73 millions d'euros, à 63%, ce sont les impôts, la taxe foncière et la taxe d'habitation. À 30,59%, ce sont l'attribution de compensation. La taxe d'habitation, 46 millions, taxe d'habitation et taxe foncière. Le découpage est le suivant, 19,763 millions au titre de la taxe d'habitation, soit 43%, 26,181 millions, soit 57% de taxe foncière bâtie. Ce qui nous a amené à ce calcul, c'est d'abord les taux resteront inchangés, les taux d'imposition, pardon. Les hypothèses sur le BP 2020, c'est pour la taxe d'habitation une augmentation de 0,9%. C'est la loi de finances 2020 qui nous impose ce taux. Pour la taxe foncière, 1,2% de revalorisation forfaitaire, 0,6% d'évolution physique. Et pour la taxe foncière des locaux commerciaux, 0,9% lié à une indexation annuelle et l'évolution physique. Toute cette estimation est très prudente. Je rappelle qu'à partir de maintenant, 80% des ménages chambériens sont dégrévés de 100% de leur taxe d'habitation, qu'à partir de 2021, les 20% restants se verront exonérés de 30% en 21, 65% en 22 et de 100% à terme en 23. Un petit schéma de l'effet de la suppression de la taxe d'habitation et de son remplacement. En 2017, 55% de taxes foncières en recettes, 45% de taxes d'habitation. La première année d'exonération voit 5% d'exonération compensée par l'État.
En deuxième année, les 65% d'exonération représentent 10%. En troisième année, les 100% d'exonération des 80% des redevables représentent 25%. Tout cela, jusqu'à présent, nous a été régulièrement compensé par l'État. En 2021, nous aurons le remplacement d'une partie de la taxe d'habitation par la taxe foncière bâtie transférée du département. En fait, la taxe foncière bâtie représentera à ce moment-là 74% des impôts locaux touchés par la commune. Les 24% restants nous seront payés par l'État directement, et les 2% restants qui seront la taxe d'habitation communale continuera à être appliquée sur les résidences secondaires notamment. Donc 74% de taxe foncière bâtie qui remplacera l'ATH et 24% remboursés par l'État. Les autres impôts, l'attribution de compensation versée par l'agglo ne bougera très peu, que de 142 000 €. Les autres postes, globalement, resteront les mêmes. Des postes importants comme la taxe sur la consommation finale d'électricité ne bougera très peu. Et la taxe additionnelle aux droits de mutation progressera de 200 000 €. Ces 200 000 € traduisent l'activité forte sur l'immobilier. Ce sont les droits de mutation, ce qu'on appelle les droits de mutation, qui sont ici. En ce qui concerne les dotations de subventions et participations, l'État va nous doter de 17 333 000 €, soit une progression de 5,65%. Pourquoi? D'abord, il y aura une légère baisse de la DGF de 250, encore, je dirais, une légère baisse de la DGF de 250 000 € pour tomber à 6 080 000 €. Par contre, nous serons dotés pour la participation au poste de manager de cœur de ville, le remboursement de prise en charge des frais de fonctionnement des écoles maternelles et la MILDECA, qui est la MILDECA, rappelez-moi, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Donc tout ça, pour ces missions-là, l'État nous versera 487 000 €. La CAF nous versera 433 000 € pour la signature du contrat CAF, donc, et qui est l'ouverture de berceaux. Pour les autres chapitres, les recettes varient très peu, voire même baissent, parce qu'il faut souligner qu'en 2019, il avait été comptabilisé 2 fois les VIC. Donc 2 fois, il y a 564 000 € de trop sur cette ligne BP 2019. Donc on est relativement étal sur les autres chapitres. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, 88 352 de budgétés, 86 849 l'année dernière, une progression de 1,73% qui est relativement, j'allais dire, conséquente. Le 0,11 progresse de 2,87%. Le périmètre va beaucoup bouger. On en verra le détail tout à l'heure. La masse salariale continue à être bien pilotée. On voit qu'elle progressera que de 1,10%. On a d'autres postes, notamment comme le 65, qui va également progresser de 5,87%. C'est la rubrique subventions, notamment. Et on en verra également le pourquoi. Le périmètre n'est là encore pas tout à fait le même que l'année 2019. Dépenses réelles de fonctionnement, pareil que pour le CA, une grande rigidité, 63,78 et 3,61, et des marges de manœuvre sur le 0,11 et le 0,12, marges de manœuvre qui sont quand même très réduites. Charges à caractère général, 14 936 cette année, 14 519 l'année dernière. Comme je le disais, une progression de 2,87%, relativement importante. On retrouve cette progression dans les dépenses supplémentaires que sont la MILDECA pour 100 000 €, le permis de louer pour 35 000 €, les fluides que nous recalons cette année de plus 228 000 €.
on constate que nous traînons entre guillemets un écart sur le budget fluide réalisé de cet ordre-là. Donc cette année, nous restabilisons cette valeur. Nous rajoutons 30 000 € sur la ligne obsèques des personnes sans ressources. Ces obsèques nous sont facturées par les pompes funèbres, les PFCCA, et la maintenance informatique qui va augmenter de 54 000 €, liée notamment aux investissements tant en matériel informatique qu'en logiciel. En ce qui concerne les charges de personnel, 56 millions € cette année prévue, 55 396, une variation qui est somme toute relativement faible à 607 000 €, un taux de variation de budget à budget de 1,10. Nous nous sommes recalés quand même quelque part par rapport au réalisé de cette année qui était très inférieur au budget 2019. Et nous avons néanmoins tenu compte du GVT tempéré par l'effet Noria. L'effet Noria, c'est la notion très abrupte que les jeunes qui rentrent sont payés moins cher que les anciens qui sortent. Et nous avons tenu compte également de la deuxième phase du régime indemnitaire en année pleine. Ce régime avait pris effet en milieu de l'année 2019, donc cette année, nous l'aurons pleinement. Les autres charges de gestion courante, le 65, 13 397 pour 12 654, une augmentation de 743 000 €, c'est 5,87%, c'est assez conséquent. Nous avons fait le choix de réaligner la subvention du CCAS de plus de 200 000 €. Elle avait été à 3,9 millions, nous l'avions ramenée à 3,7 millions parce que le CCAS, avec ces valeurs-là, parvenait à piloter parfaitement son activité. Les choses se tendent, les coûts commencent à réaugmenter au CCAS, les missions changent également, donc nous complétons de 200 000 € la subvention et la portons à nouveau à 3,9 millions. Et puis Malraux, que nous allons incrémenter de 137 000 €. Ces 137 000 € nous viennent de Grand Chambéry, ils sont donc en recette, et de 23 000 € pour le personnel de billetterie. Nous adoptons la formule de rémunération des personnels, c'est-à-dire que nous fournissons à Malraux les 23 000 € qui vont permettre de nous rembourser le personnel de billetterie que l'on met à disposition. Mais néanmoins, comptablement, ça clarifie les choses, notamment vis-à-vis du TP. Et puis, il y a donc les subventions pour les écoles privées à 342 000 €. C'est Muriel, c'est l'âge de la scolarisation qui est ramené à 3 ans. Les soldes intermédiaires de gestion que ça nous donne, notamment la contractualisation, nous avons, pour ce dernier exercice de contractualisation, contractualisé à 87 475 000 € et 381 €. Au BP, nous atteignions 87 319 000 €. Donc, nous sommes plus qu'à 155 000 € de l'écart du plafond, c'est-à-dire le trait d'incertitude que l'on peut avoir dans l'établissement d'un budget. Néanmoins, nous prévoyons de respecter le contrat malgré une marge de manœuvre particulièrement réduite pour cette dernière année de contractualisation. L'évolution de l'épargne, on l'a vu précédemment avec le CA, l'épargne a bien évolué, notamment l'épargne nette, de façon assez positive pour atteindre ce que j'appellerais un sommet à pas loin de 5,6 millions l'année dernière. Pour l'année prochaine, la situation se réduit de façon significative, elle devrait tomber à 544 €. L'épargne nette à périmètre corrigé serait de 741. La création des budgets annexes a fait disparaître 200 000 € de cette épargne. En section d'investissement, en recettes d'investissement, nous avons budgété en 2020 24 millions d'euros pour 19 millions l'année dernière, soit une augmentation de 25,28% de ces recettes. C'est le FCTVA qui progresse de façon très significative. On l'augmente de 1 400 € et 1,4 million €. Et la taxe d'aménagement qui, nous le pensons, va progresser de 650 000 €, d'où les 2 millions de différence. Par contre, mauvaise nouvelle, mais tout à fait attendue, le droit d'entrée de Q-Park, à un moment, ça s'arrête. 2019 était la dernière année où nous le percevions.
Et là, au niveau des emprunts, et je pense que je vais faire plaisir à M. Fajot, nous réenclenchons de l'emprunt pour assurer les investissements que nous prévoyons. Les autres lignes, globalement, restent à peu près étales et les comptes de tiers progressent, là encore, de façon significative, puisque nous comptons recevoir des tiers 6 041 000. On verra qu'en face, il y a les travaux correspondants. Alors, dans les subventions, petite précision, vous avez là la liste des subventions que nous devrions toucher en 2020 par rapport aux projets qui sont en cours. C'est l'école Verbois, c'est Bellevue, c'est le PUR Bellevue, le solde de Malraux et le stade qui devrait nous être subventionné pour cette année 2020 à hauteur de 2 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, le sous-total, nous sommes à 42 95 000. L'année dernière, nous étions à un budget à 42 721, une petite variation de moins 1,47%. On va passer outre les dépenses imprévues. Le remboursement du capital, pour le coup, on voit qu'il commence à réaugmenter. 550 000 euros de plus à rembourser cette année. En ce qui concerne les subventions d'équipement, nous avons l'intention d'en servir pour un montant de 1 810 000, donc une importante augmentation par rapport à l'année dernière. Par contre, achat et acquisition, là, nous espérons ne pas dépasser les 200 000 euros d'acquisition foncière pour l'année 2020, pour ne pas compléter outrageusement les biens de la ville de Chambéry. En ce qui concerne les acquisitions de matériel et de mobilier, toujours destinés à la modernisation et pour le travail des agents de la collectivité, nous le portons à 3 100 000, donc une augmentation de 7,62. En ce qui concerne les travaux, nous prévoyons une légère baisse. Il faut dire que l'année 2019 a été marquée par le chantier Malraux qui tire à sa fin, et le stade municipal n'étant pas encore complètement embrayé, les investissements en travaux et études devraient être légèrement inférieurs à l'année précédente, sachant qu'on atteint rarement 100% de tous ces budgets. En ce qui concerne les travaux pour compte de tiers, on a là pas loin de 6 millions de travaux. Pour le compte de Grand Chambéry, l'aménagement de la voirie Centre-Nord, et pour le département pour un montant de 1 680 000. Les quelques dépenses qui nous sont prévues, GER, les grands entretiens et réparations pour 3,3 millions, le maintien en état à 5 ans pour 1 million, les travaux entrée nord, la restructuration de Malraux, dont le solde devrait être de 3,9 millions. Le stade devrait être attaqué pour un montant de 3,5 millions cette année, et vous avez là les différents engagements pris pour le reste des travaux. L'effet sur l'emprunt et la dette, on a repris la courbe habituelle. Très peu de désendettement, du coup, cette année, 10,8 millions de remboursement de capital, 8,9 millions d'emprunt, ce qui nous fait un petit désendettement, à mon sens, de l'ordre d'1,9 million. Mais nous poursuivons plus sereinement une politique de désendettement qui devrait nous amener à être en dessous des 100% d'endettement actuel. Budget annexe le fait ou pas, Michel? Bien. Donc, pour cette délibération, conformément à l'article L. 2312-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal approuve le budget 2020 par chapitre et dont le total est fixé comme suit: en dépenses 171 233 302 euros et 98 centimes, en recettes 171 233 000 euros 302 euros 98 centimes. Les crédits nouveaux 2020 pour compte de tiers s'élèvent à 6 041 000 pour les travaux effectués par la ville dans le cadre de comaîtrise d'ouvrage. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve le budget primitif 2020 tel que présenté ci-dessus. Merci, M. Perroton, pour cette présentation très pédagogique. Je suppose qu'il va y avoir des demandes de parole.
Monsieur Serino. Merci, Monsieur le maire. Et merci, Monsieur Perroton, pour cette présentation du dernier budget du mandat. 6 années de désaccord avec vos choix budgétaires et leurs conséquences, notamment sociales. Vous avez fait le choix d'un clivage savamment orchestré et polémique dès votre arrivée aux responsabilités. Nous avons clairement et largement exprimé nos désaccords lors du débat d'orientation budgétaire de décembre dernier. Nous ne voterons pas ce budget. Bonne campagne aux uns et aux autres. Monsieur Fajot. Non? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de débat pour le vote du budget, je vais donc soumettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Ah, quand même. Des abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est adopté. Je voudrais remercier, à travers Benoît Perroton et Adeline Amy, l'ensemble du service des finances pour le très gros travail qui est fait. Tout à l'heure, on parlait du compte administratif. C'est vrai que l'informatique nous permet aujourd'hui de gagner 3 à 4 mois sur le bouclage des comptes administratifs. Dans le temps, le crayon à papier et le stylo nous emmenaient au mois de juin. Désormais, très vite, dans les jours qui suivent la fin d'un exercice, on en connaît à quelque chose près l'équilibre.